Finalement, on a vu précédemment que le Python implémente une hiérarchie dans les espaces de nom pour donner accès aux variables, que ce soit d'un point de vue local ou d'un point de vue global. Mais le concept d'espace de nom est aussi étendu à la définition des classes. Chaque classe va posséder son propre espace de nom. Et en fait, les variables qui en font partie sont appelées des variables de classe ou des attributs de classe. Mais en plus, chaque objet instance obtient son propre espace de nom. Ça veut dire que si je crée un objet, il va lui-même avoir son propre espace de nom, de la même manière qu'une fonction peut posséder son propre espace de nom. Les classes peuvent utiliser mais pas modifier les variables définies au niveau principal, les variables globales, et les instances peuvent utiliser mais pas modifier les variables définies au niveau de la classe et au niveau principal. La programmation orientée objet permet de simplifier la manipulation des concepts. Elle peut complexifier par contre le code, mais les concepts sont simplifiés. On arrive généralement à ce que des objets soient composés par d'autres objets. Par exemple, un vélo est composé d'un cadre, d'un guidon, de roues. Donc on peut très bien définir des classes qui définissent des roues et les intégrer à la définition de notre classe de notre vélo. Et c'est ce qu'on appelle la composition. Donc la composition, c'est vraiment le lien d'appartenance, l'association qui fait qu'un objet appartient à un autre et que sa vie en dépend. Typiquement lorsque on va détruire le vélo, mais généralement les roues vont être détruites aussi. Lorsque là, il n'y a pas une forte dépendance entre les objets, on parle par exemple d'agrégation. Typiquement lorsque on parle d'une voiture et d'un conducteur ou un propriétaire, la voiture appartient à une certaine personne, mais la vie de la personne ou la vie de la voiture ne dépend pas nécessairement de la relation qu'ils ont entre eux. Donc on parle dans ce cas de relation d'agrégation. D'un point de vue pratique, Python implémente toutes les relations entre les objets comme étant une relation d'agrégation. Finalement, l'un des gros concepts qu'on a lorsque on fait de la programmation orientée objet, c'est qu'on peut surcharger les opérateurs. Les opérateurs, on en a vu tout un certain nombre, notamment les opérateurs arithmétiques qui permettent de faire des additions, des soustractions, des multiplications. Il y a certains opérateurs qui peuvent faire des comparaisons. Mais on peut créer des classes qui vont surcharger ces opérateurs, c'est-à-dire tout simplement réimplémenter le comportement qu'on devrait avoir lorsqu'on fait une addition de deux opérants, de deux objets de la classe en question. Par exemple, lorsque on développe une classe d'un nombre complexe qui prend deux attributs, la partie réelle et la partie imaginaire, on peut avoir tout simplement notre opérateur qui est surchargé avec la fonction add, ici avec deux underscores. On met notre mot-clé self, notre paramètre d'instance, et un autre complexe. Tout simplement, on va renvoyer un nouveau nombre complexe qui est la somme des deux. On peut faire la même chose avec la soustraction, toute une série de surcharges d'opérateurs au niveau arithmétique ou de comparaison pour pouvoir renvoyer un complexe qui est additionné de la bonne manière. On peut très bien aussi surcharger certains opérateurs d'affichage, comme la fonction str permet de faire tout simplement un affichage approprié de notre classe. Lorsqu'on fait un print de notre variable complexe, on va tout simplement l'afficher de la bonne manière. Typiquement, si on fait le print de A, il va s'afficher de la bonne manière avec la partie réelle et la partie imaginaire. Il y a toute une série de fonctions qu'on peut réimplémenter, d'opérateurs qu'on peut surcharger, la représentation, l'addition, la multiplication, l'opposé, la positive, la valeur absolue. On peut aussi surcharger des opérateurs de comparaison ou des opérateurs d'accès comme par exemple une longueur ou l'accès à chacun des éléments ou la modification des éléments en écriture. Toute cette surcharge d'opérateurs nous permet de manipuler les objets de la même manière qu'on manipule par exemple des listes ou des nombres entre eux ou des chaînes de caractères. Par exemple, l'autre exemple qu'on peut faire avec une programmation orientée objet, ce sont la redéfinition des itérateurs. On a vu les itérateurs brièvement dans l'un des chapitres précédents. On a vu aussi ce que c'était les générateurs au niveau des fonctions, mais notamment on peut, grâce à la programmation orientée objet, créer nos propres itérateurs. Donc par exemple ici, si je veux créer un itérateur qui va aller fournir les puissances de 2 progressivement, je peux tout simplement créer une classe puissance de 2 qui va avoir un constructeur avec certains paramètres au niveau de la valeur maximale à utiliser, une fonction iter qui est en fait l'une des deux seules fonctions à implémenter, iter et next. On n'est pas nécessairement obligé d'avoir un constructeur
dans les itérateurs. La fonction iter permet d'initialiser l'itérateur et la fonction next permet d'accéder à l'élément suivant. À chaque fois qu'on l'appelle, on va fournir un élément suivant. Dans ce cas-ci, notre puissance de 2 va démarrer avec une position égale à 0, et à chaque fois qu'on appellera la fonction next, on aura tout simplement une incrémentation avec une puissance de 2 et on retournera le résultat. Et vous voyez que si on atteint la valeur maximale, on va lever une exception spécifique qui s'appelle stop itération, qui va permettre de dire j'ai fini, je suis arrivé à la fin de mon itérateur et donc je dois m'arrêter là. Ça ne va pas nécessairement renvoyer une erreur dépendamment de la façon dont on récupère cette exception. Vous voyez que la fonction iter ici retourne l'objet lui-même, donc finalement lorsqu'il s'initialise, il retourne son propre objet, sa propre référence pour pouvoir la passer à la fonction qu'il utilise. Concrètement, la façon dont elle s'utilise, tout simplement on va créer un objet de cette classe, on va appeler la fonction iter pour pouvoir initialiser notre itérateur et à partir de ce moment-là, on peut tout simplement demander les prochaines valeurs que l'itérateur va nous fournir. On peut aussi l'utiliser dans une boucle et la boucle va s'arrêter au moment où elle rencontrera l'exception stop itération.